Chers élèves, bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Bonjour Monsieur Garnier, de quoi va parler ce tuto? Et bien dans ce tuto, pour les premières technologies, nous allons parler d'un régime politique qui apparaît à la fin du 19e siècle, la Troisième République. Mais comment elle est née, la Troisième République? La Troisième République est née le 4 septembre 1870 à la suite de la fin du Second Empire. En effet, le Second Empire a déclaré la guerre à la Prusse qui est l'ancêtre de l'Allemagne, et son premier ministre Bismarck et son empereur Guillaume, enfin son futur empereur Guillaume Ier. Les Français prennent une raclée et l'empereur est capturé à Sedan, dans le nord-est de la France. L'empereur étant capturé, il faut bien trouver un nouveau régime politique. C'est Gambetta qui proclame la République le 4 septembre sur le parvis de l'hôtel de Paris. Les Républicains ne l'avaient pas prévu, mais c'est une défaite militaire qui les projette au pouvoir. Mais qui sont les Républicains? Alors les Républicains, c'est depuis la Révolution française, ceux qui souhaitent que la France soit un régime politique démocratique. Et ils souhaitent par conséquent que ce soit le Parlement qui est l'essentiel des pouvoirs. Et les Républicains sont également pour la liberté d'expression, la liberté de presse, et se sont opposés au Second Empire en voulant installer une république. Finalement, ils arrivent au pouvoir. Les Républicains, c'est des hommes qui sont plutôt anticléricaux, qui ne sont pas proches de l'église, souvent des francs-maçons, souvent des gros monsieur, des notables d'un certain âge avec une grosse barbe. Donc c'est les Gambetta, les Clémenceau, les Jules Ferry, les Jean Jaurès, tous ces hommes qui ont fondé la République et que nous connaissons aujourd'hui pour les lois ou les trusts qu'ils ont laissés. La Troisième République, c'est une démocratie? Alors oui, la Troisième République est une démocratie. Alors même si au début elle n'arrive pas au pouvoir de manière entre guillemets démocratique, parce qu'elle arrive lors d'une défaite militaire, il y a des élections en 1871, et élections qui amènent des monarchistes aux affaires. Adolphe Thiers, soutenu par ceux qu'on appelle les orléanistes, qui sont, on va dire, les partisans des descendants de Louis-Philippe, arrive au pouvoir et, ne trouvant pas d'héritier, maintiennent ce régime de république qui s'était proclamé. Au début, les institutions, c'est simplement une assemblée, qui est une assemblée nationale, qui fait fonctionner les affaires du pays. Mais progressivement, il faut décider de mettre des institutions, et c'est les lois constitutionnelles en 1875 qui formalisent le régime. Ce régime a un président de la République qui est élu pour 7 ans, mais ce président de la République n'a qu'une valeur symbolique, puisqu'il est chef de l'exécutif, mais il est totalement dépendant de l'Assemblée nationale qui vote les lois et qui nomme le gouvernement dirigé par le président du Conseil, qui est lui-même le chef du gouvernement et qui gère les affaires courantes. Donc, progressivement, les Républicains vont arriver au pouvoir. En effet, en 1878, ils gagnent les élections, et à partir de ce moment-là, la République est installée comme un régime politique de manière définitive. Les élections législatives ont lieu tous les 5 ans, mais il y a une forte instabilité ministérielle, parce que les partis politiques étant nombreux et les élections ayant lieu à la proportionnelle, il y a des accords différents entre les partis politiques, et les gouvernements durent relativement peu de temps. Mais c'est l'apprentissage de la démocratie, et surtout les Français votent, puisque c'est l'instauration du suffrage universel en 1870, et il y a une forte participation électorale. Enfin, à l'époque, les Français votent, les hommes, naturellement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Républicains, quand ils sont arrivés au pouvoir? Les Républicains, quand ils sont arrivés au pouvoir, la première chose qu'ils ont fait, c'est prendre des réformes pour installer leur régime. Donc déjà, il y avait l'idée de l'instruction gratuite, laïque et obligatoire pour tous. Elle est mise en place par les lois Ferry entre 81 et 83. Bien que la majorité des enfants allaient déjà à l'école avant, du fait de Victor Duruy durant le Second Empire. Il met en place ça. Ensuite, il met en place des lois comme la liberté d'association en 1901, la liberté de presse en 1884, la loi sur le divorce en 1894, tout un tas de lois qui permettent de donner plus de liberté individuelle aux Français et qui permettent de moderniser la société. Mais aussi, les Républicains, ils vont lutter violemment contre l'Église. En effet, les Républicains, ils trouvent que l'Église a beaucoup trop d'influence sur la société et ils sont ce qu'on appelle anticléricaux. Ils pratiquent l'anticléricalisme et ils trouvent que les clercs, donc les religieux, que ce soit les curés comme les évêques, ont trop d'influence sur la société française, enfin notamment sur les femmes. Et ils veulent réduire cette influence et pour cela ils prennent tout un tas de lois pour réduire cette influence. Interdiction d'enseignement aux congrégations religieuses, enfin certaines. Ensuite, autorisation du divorce, mise en place d'écoles laïques, et enfin en 1905 la séparation de l'Église et de l'État qui sera l'objet de conflits entre les Républicains et le pape. Bien sûr, le pape refuse que la France arrête de salarier les prêtres,
Alors les prêtres ne sont plus salariés, ils obéissent à leurs propres associations cultuelles. Les biens de l'Église sont séparés, donc on fait des inventaires. Les biens reviennent aux communes en général, et cela crée une division entre l'Église et l'État. C'est la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui la laïcité. Et ça, c'est les républicains, la Troisième République, qui ont créé ce modèle-là, et bien qui a une origine bien sûr anticléricale, parce que le but c'était quand même de lutter contre l'influence de l'Église catholique sur la société. Ça veut dire que les républicains, ils croient pas en Dieu? Alors, effectivement, les républicains, ils croient un peu moins en Dieu, ils sont un peu moins proches de l'Église. Ils croient quand même en Dieu, faut pas non plus exagérer, mais ils sont moins proches de l'Église catholique en tant qu'institution. Par contre, les républicains, ils ont une nouvelle religion qui est le progrès technique et la science. Ils sont proches d'une philosophie qu'on appelle le positivisme d'Auguste Comte. Et en effet, à cette époque de progrès technique, où on découvre l'évolution des espèces, Charles Darwin, où on découvre les vaccins, Pasteur, où on découvre également le progrès technique, le développement des chemins de fer. C'est l'ingénieur qui est star avec les premiers ingénieurs aéronautiques comme Louis Blériot, ou encore les premiers ingénieurs qui construisent des grands monuments comme Gustave Eiffel. Et la science et le progrès technique semblent être la solution pour l'homme qui peut progresser et qui a sa place dans le monde. Et finalement, l'ingénieur est le nouveau Dieu au 19e siècle. Et là, en cela, la science, les républicains croient beaucoup en la science et effectivement sont un peu moins proches de la religion d'un point de vue philosophique. Pourquoi la Troisième République a soutenu la colonisation? Alors, la Troisième République a soutenu la colonisation pour différentes raisons. Tout d'abord, pour une raison patriotique. En effet, la France avait déjà mené la colonisation. Elle avait colonisé l'Algérie en 1830, le Second Empire avait poursuivi la colonisation notamment du Sénégal et de Madagascar. Et il s'agit d'un prestige, en effet, les autres puissances européennes souhaitent également avoir des colonies. La France ne veut pas être en retard, et pour sauver la face à la suite de la défaite de 1870 contre la Prusse, elle souhaite avoir un empire colonial en Afrique. Donc ça, c'est une raison patriotique. Ensuite, il y a une raison économique. En effet, pour avoir des débouchés économiques pour les industries françaises, notamment de chemin de fer, il est intéressant de construire à l'étranger, et de grands projets sont réalisés dans les colonies, de construction de chemin de fer, de construction de ponts. Et là, c'est un débouché économique indéniable. D'autant que les colonies sont pleines de ressources, notamment agricoles ou minières, et ça, c'est avantageux pour l'économie française. Enfin, troisième objectif, la République se donne une mission civilisatrice. Elle souhaite apporter le progrès technique, les vaccins, mais également le progrès donc les scientifiques, et notamment le progrès social, avec apporter l'éducation, savoir lire, savoir écrire. Et en cela, la Troisième République va développer une œuvre scolaire, notamment dans les colonies qu'elle met en place. Quels espaces ont été colonisés par la Troisième République? Alors, bien sûr, on commence par coloniser les côtes. Donc la côte ouest africaine et quasiment tout le nord-ouest de l'Afrique. Donc c'est ce qu'on appelle l'Afrique occidentale française, le Mali, le Niger, la Mauritanie. L'Afrique équatoriale française, donc là c'est plutôt le Tchad, le Centrafrique et le Congo. Mais également Madagascar, l'Indochine en Asie, qui correspond au Vietnam, au Laos et au Cambodge actuel. Et bien sûr l'Algérie, qui est composée de 3 départements, qui est une colonie un peu particulière, on le verra rapidement. Pourquoi l'Algérie, c'était une colonie particulière? Parce que l'Algérie, c'est une colonie de peuplement. En effet, l'Algérie, si on prend l'exemple d'Alger par exemple, qui est votre sujet d'étude, Alger est composé de 130 000 habitants et est composé essentiellement d'Européens et de Français qui viennent habiter en Algérie. L'Algérie est composée de 3 départements. Dans ces départements, il y a les indigènes, les musulmans, qui n'ont pas la nationalité française. Il y a les juifs qui l'ont avec le décret crémieux depuis 1882, et il y a les Européens. La Troisième République, elle a connu des crises? Alors oui, elle a connu des crises. Alors déjà, quand on parle de la Troisième République, nous on parle que de 1870 à 1914. La grande crise, bien sûr, c'est ce qui clôt la période, c'est la guerre, la Première Guerre mondiale entre 1914 et 1918, sachant qu'il y a quand même presque 1,3 million de morts pour la France, donc c'est un choc énorme. Mais dans la période précédente, entre 1870 et 1914, il y a tout d'abord une première crise qui est la crise boulangiste. Donc dans les années 1880, un certain nombre de courants, les bonapartistes, les monarchistes, les nationalistes qui veulent leur revanche contre l'Allemagne, et ceux qui s'opposent à la démocratie républicaine, trouvent un champion, le général Boulanger. Ce général qui gagne plusieurs élections locales est mis en avant par ces courants-là, mais il est écarté par les républicains et prend l'exil suite à un scandale, mais sa prise de pouvoir aurait été un danger pour la République. Ensuite, l'autre danger pour la République, c'est
les attentats anarchistes. Il y en a très nombreux. Le plus connu est l'attentat du président de la République, Sadi Carnot, en 1894 par l'anarchiste Caserio. Cet attentat montre bien la possibilité de mise en danger de la République. Enfin, l'autre mise en danger, c'est l'extrême droite antisémite et les divisions internes, notamment à l'armée. L'affaire Dreyfus manifeste cela. En effet, le capitaine Dreyfus, accusé à tort, notamment par antisémitisme, par l'armée d'espionnage vis-à-vis de l'Allemagne, est reconnu innocent par une grande partie de la gauche, qui du coup ne fait plus confiance à l'armée. S'ensuit une énorme controverse entre Dreyfusards, partisans du capitaine Dreyfus, et anti-Dreyfusards, partisans de l'armée, et souvent en général antisémites. Controverse qui débouche par l'innocence de Dreyfus, mais cela va décrédibiliser l'armée, va diviser la France en deux et va affaiblir la République. Donc voilà pour la République qui va mettre également en place un système pour fidéliser sa base avec la conscription. Tous les hommes vont 3 ans au service militaire, donc ça il y a différentes lois, mais ça permet aux citoyens de défendre le régime, et c'est l'idéal du citoyen soldat. Donc on a le droit de vote, mais en échange on défend le régime politique. L'œuvre scolaire qui diffuse l'idéologie républicaine contre l'Église notamment, et enfin la liberté de presse et les journaux républicains qui sont abondamment lus, la presse connaissant un grand essor à la fin du 19e siècle. La République a donc un grand succès et bien installé en 1914 quand débute la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale à la Troisième République, c'est sa guerre, parce qu'elle se bat contre l'Allemagne, contre qui elle avait nourri un sentiment de revanche pendant 40 ans, et parce qu'elle se bat aussi pour la liberté, et qui est une de ses grandes valeurs. Donc voilà, on en a terminé pour ce tuto. Bon devoir, et à bientôt pour un nouveau tuto.